Je voudrais m'adresser à la jeunesse. Vous êtes la jeunesse de France. J'appelle les jeunes gens à se préoccuper de leur futur. Engagez-vous, continuez à vous engager. Voilà, je vois que ça commence à arriver, je vois que Guillaume est arrivé, donc aujourd'hui, comme je l'ai écrit, on va faire un live avec Guillaume Carayon, qui est le porte-parole des Jeunes avec Aubert. Donc on va attendre qu'il nous demande et qu'il nous rejoigne, on va pouvoir parler avec lui, donc comme avec beaucoup de nos invités, de son parcours, de l'actualité avec la conférence de presse qu'il y a eu avec Édouard Philippe et des membres du gouvernement. Et après, on va évidemment Guillaume répondra aux questions des internautes que vous nous avez posées via la story, que vous pourrez également nous poser via les commentaires. Donc bonjour à tous, j'attends juste que Guillaume, vu que je vois qu'il est là, demande. Voilà, parfait. Bonjour Guillaume. Salut Enzo. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, très bien. Bon, alors on va commencer. Je vois qu'on est 24 sur le live, donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc on va débuter. Alors déjà, je te laisse te présenter, même si j'ai déjà dit que tu étais porte-parole des Jeunes avec Aubert, mais je te laisse te présenter un peu plus en détail. Oui, alors moi je suis étudiant en troisième année au Collège de droit de la Sorbonne à Paris. Je suis responsable de l'UNI pour l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc l'UNI, c'est le mouvement de la droite à l'université, le mouvement qui a vocation à combattre l'hégémonie de la gauche à l'université. Et je suis porte-parole des Jeunes avec Aubert, donc c'est un mouvement qu'on a créé assez récemment à la suite de l'élection à la présidence des Jeunes LR à la présidence des LR de Julien Aubert. Pardon. Et on a estimé qu'il y avait une carte à jouer au niveau des jeunes parce que les jeunes aujourd'hui partageaient pas forcément la ligne directrice de LR et qu'ils étaient plus sur une tendance souverainiste, sur une tendance de droite libérale, mais pas néolibérale, patriote, républicaine et sociale qui était celle de Julien Aubert. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint et qu'on a mené ce mouvement. Alors, avant de parler de toi, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de porte-parole au mouvement des Jeunes avec Aubert? C'est de faire ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire de porter la parole du mouvement, c'est de diffuser nos idées et c'est de tout simplement porter nos idées, ouais. Donc, maintenant, on va passer à ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où tu viens, quelles études tu as fait pour en arriver jusque-là et ton parcours un peu politique? Alors moi j'ai 20 ans, je suis étudiant donc à la Sorbonne en troisième année, donc je suis arrivé oui, il y a 2 ans à la fac, il y a 2 ans et demi à la fac et j'ai estimé que aujourd'hui l'université était vachement idéologisée, qu'il y avait une université qui était très sectaire et je trouvais pas ça normal qu'aujourd'hui il y ait des gens qui interdisent à des intervenants de parler. Par exemple, moi je suis à la Sorbonne où je sais pas si tu avais vu ça, mais Mohamed Sifawi, qui est un intervenant qui voulait parler de la place de l'islam dans la société, a été interdit de parole à la Sorbonne et je trouvais pas ça normal qu'on laisse parler des gens et pas d'autres selon une certaine idéologie. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu m'engager à l'UNI qui défendait la liberté d'expression, qui défendait les valeurs de mérite à l'université qui étaient pour moi hyper importantes et tout simplement parce que ça correspondait à mes valeurs. C'est comme ça que je me suis engagé, ouais. Et du coup, alors, tu nous as déjà dit un petit peu ce qui t'avait poussé, mais est-ce qu'il y a un déclic, que ce soit dans ta vie personnelle ou, comme tu l'as déjà un peu dit, dans ta vie professionnelle, qui t'a donné envie de t'engager et de rejoindre surtout les Jeunes avec Aubert? Ouais, le déclic, il était plus quand même pour l'Uni, parce que quand j'arrive à la fac, je vois directement que ma fac est bloquée par des minorités, et je trouvais ça hallucinant de voir à quel point des gens sectaires étaient capables de porter préjudice à toute la fac, alors qu'ils sont une extrême minorité. Mais au niveau du mouvement des Jeunes avec Aubert, c'est plus par engagement. Ouais, c'est parce que je me sentais un peu. Je pensais qu'il y avait des gens qui ressemblaient, qui avaient les mêmes convictions que moi au sein de notre famille politique, qui est les Républicains, parce que Julien Aubert est député des Républicains. Et je me disais qu'il y avait moyen de créer un mouvement qui arrive à regrouper en fait tous les jeunes qui ont la même idée de la droite et qui se sentent un peu bernés ou délaissés par la vision aujourd'hui que peuvent avoir l'appareil des LR en ce moment, quoi. Et alors, le mouvement des Jeunes avec Aubert, ça a été créé quand et combien y a-t-il d'adhérents environ, si vous avez un chiffre? On l'a créé à la suite de l'élection à la présidence des LR, donc c'était il y a quelques mois, c'est tout récent, c'est un mouvement vraiment très jeune. Il n'y a pas d'adhérents jeunes avec Aubert, mais en fait, les adhérents rejoignent Oser la France, qui est la structure de Julien Aubert. Et puis après, on les prend en charge. Et en fait, le mouvement est formé à partir de coordinations régionales. Donc, on a un ou deux coordinateurs régionaux en fonction des anciennes régions pour permettre de pallier et de prendre en compte tous les territoires. Et du coup, les militants intègrent les sections régionales et à partir de là, ils intègrent la structure des Jeunes avec Aubert. Et donc, Oser la France était créé, les Jeunes avec Aubert, c'était créé un peu en même temps, un peu en parallèle de. Oser la France, il me semble que le mouvement a été créé en 2017.
Et les jeunes avec Aubert, nous, on a créé le mouvement à la suite de l'élection à la présidence des LR, donc très récemment, là, il y a quelques mois. Donc, ben, merci déjà de m'avoir répondu sur ton parcours. On va passer un petit peu plus sur les questions d'actualité à présent. Alors, je voulais te poser une question sur comment est-ce que le gouvernement pardon, a géré la crise. Je vais la coupler avec une question puisque, comme tu le sais, comme certains le savent, Édouard Philippe a tenu une conférence de presse pour annoncer le plan de déconfinement. Alors, je vais te poser deux questions en une. En fait, comment est-ce que, d'après toi, enfin, selon toi, est-ce que le gouvernement a bien géré la crise? Et est-ce que il a bien géré le début de confinement, on va dire? Est-ce que pour toi, ça s'annonce bien le déconfinement? Bah, moi, je pense que le gouvernement est en train de gérer le déconfinement comme il a géré le confinement. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de maladresse, il y a eu plein de petites erreurs qui ont fait qu'aujourd'hui, on voit que le gouvernement est finalement très amateur et n'était pas prêt à prendre le pouvoir aujourd'hui. On le voit par exemple à travers le fait qu'on laisse les plages interdites au public, alors que ça dérange pas grand monde. Je pense que si un mec va aller sur son bateau de pêche et va respecter les distances avec les autres personnes, et pendant ce temps-là, on va réouvrir les écoles ou on va réouvrir les métros parisiens qui seront bondés et où les gens vont pas du tout respecter les mesures de distanciation sociale. Donc moi, je pense qu'il y a un deux poids deux mesures. On va entamer le déconfinement pour des raisons économiques. Évidemment, il le faut parce on peut pas laisser la situation s'empirer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'approximations dans la politique de déconfinement qui font qu'on a du mal à suivre le gouvernement et on a du mal à comprendre le plan, quoi. Et c'est bien qu'Édouard Philippe fasse son plan de déconfinement régulièrement, mais on a vraiment du mal à cerner sa volonté, sa politique. Et puis, ouais, je pense que l'autre chose, c'est que ça traduit un manque d'ambition. Moi, je pense que la France paye aujourd'hui sa perte de souveraineté. On a perdu notre politique, on a perdu notre industrialisation. Enfin, on a une part de l'industrie qui a vachement baissé dans le PIB, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle représente 10% du PIB, l'industrie, alors qu'elle représentait avant 20%. Donc, évidemment, ça se répercute sur la gestion des masques. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de produire des masques, on n'a plus les moyens de faire des tests pour les gens. Toute cette perte de souveraineté, ces pertes des points de la souveraineté, aujourd'hui, à mon avis, elle se répercute sur la politique du gouvernement. Et elle fait qu'aujourd'hui, on est impossible, on n'a pas de moyens d'action, quoi. Et la souveraineté, c'est quand même l'enjeu majeur de la politique, je pense. Je reviens sur quand tu as parlé de la plage et aussi dans les transports en commun. Sur ces points, souvent on les entend dire au gouvernement, appeler à la responsabilité des Français. T'en penses quoi de ça, de la responsabilité des Français? Bah oui, évidemment, il faut que les Français soient responsables. Ça, je pense que c'est une évidence. Mais c'est vrai que dans les métros, moi, je vois pas comment les gens peuvent être responsables alors qu'il il y aura moins de métros qui seront ouverts que d'habitude. Il y aura une affluence qui sera énorme parce que les gens recommencent à bosser. Moi, je pense pas que ce soit possible de respecter les directives malgré le fait qu'ils appellent les gens à la responsabilité, quoi. Alors maintenant, je vais poser une question par rapport à Julien Aubert. Et il a récemment dit dans une interview radio qu'il avait voté contre le plan de déconfinement. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce qu'il a voté contre? Et est-ce que ça a vraiment son utilité dans le sens où en fait ça a surtout qu'une valeur symbolique? Oui, c'est une valeur symbolique parce qu'aujourd'hui, le Parlement a été réduit à un rôle qui est mineur. Aujourd'hui, on a une majorité écrasante de députés de la République en marche et donc les députés d'opposition n'ont pas vraiment de poids, si ce n'est à amender certains textes, mais leur rôle est vraiment faible. Mais c'était ça un symbole, oui. C'était pour montrer qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement, elle va pas dans le bon sens, il y a eu beaucoup d'approximations, il y a eu des erreurs dans la conduite de cette politique de confinement, dans la gestion de la crise. Les révélations, par exemple, d'Agnès Buzyn qui montrait que le gouvernement finalement était au courant de ce qui allait se passer, c'est ubuesque, quoi. On se dit mais où va-t-on? Et on n'a pas envie de donner des gages à un gouvernement qui met une politique aussi hallucinante, quoi. Alors pour revenir sur le fait qu'il ait voté contre, est-ce que c'est une volonté de ne pas déconfiner ou est-ce que c'est juste une volonté de dire je ne suis pas d'accord avec la politique de déconfinement du gouvernement? Non, il me semble que Julien Aubert avait exprimé l'idée qu'il était pour le déconfinement. Il pense qu'aujourd'hui, l'activité économique doit repartir. Et pour ça, il faut entamer un plan de déconfinement. Il faut déconfiner la population. Moi, je pense que l'idée de déconfiner par région, par département, est plutôt intéressante parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en Île-de-France, c'est pas possible de déconfiner comme dans d'autres départements. Dans le Grand Est, c'est la même chose. Les capacités de lits, de réanimation sont pas les mêmes d'un département à l'autre. Et c'est pour ça que c'est important d'ajuster. Cela dit, oui, c'est important aujourd'hui entamer la politique de déconfinement parce que les Français, pendant 2 mois, étaient claquemurés chez eux et ils ont envie de sortir et aussi pour faire redémarrer l'activité économique, bien sûr. Alors maintenant, je vais passer sur une autre question qui a d'ailleurs été rappelée durant l'annonce du plan de déconfinement tout à l'heure. C'est le fait que les personnes qui arrivent
des pays de l'Union européenne qui arrivent en France n'auront pas de quarantaine à faire. Ouais. Qu'est-ce que tu Ben, penses de c'est ça? encore un super exemple qui montre l'amateurisme du gouvernement. C'est-à-dire que les gens qui viennent hors espace Schengen, à quelqu'un qui vient par exemple de Chine, donc c'est quand même le foyer central, en tout cas le foyer de base du coronavirus, sera pas soumis à une quarantaine en arrivant en France, alors que les gens qui viennent de l'espace Schengen seront soumis à la quarantaine. C'est symptomatique, en fait, à mon avis, de cette idéologie européiste qui a un peu envahi cette classe politique, qui comprend plus rien qu'à travers l'économie, qu'à travers l'Europe, pardon. C'est pas Et l'inverse plutôt, c'est pas à l'espace Schengen, ils sont pas de quarantaine à faire, et s'ils viennent ailleurs de l'espace Schengen et des pays européens, ils ont une ouais, quarantaine à faire. Oui, exactement. d'accord, non, Donc, parce que tu avais dit inverse, je crois. Alors, ah c'était pour pardon, être sûr. pardon, non, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui viennent de l'espace Schengen n'auront pas de quarantaine, alors que c'est quand même l'Europe le foyer central du coronavirus, et donc il y a beaucoup plus de risques en étant un citoyen européen. Alors maintenant, on va parler de l'après-crise, le monde d'après, comme certains le définissent, d'autres le monde de demain. Dans ces personnes, il y a deux camps, on va dire. Il y a ceux qui disent que comment dire, la société va complètement changer, que les mentalités vont évoluer grâce à ce confinement et grâce à cette crise sanitaire. Et d'autres qui vont dire que, au contraire, ça va pas du tout changer. On l'a vu notamment à l'image de Michel Houellebecq qui a fait une tribune en disant que ça serait même un peu pire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu serais de quel camp? Bah, je pense que l'après-crise va pas changer grand-chose au comportement des gens. Moi, je pense que les gens vont recommencer à vivre comme avant. Et c'est pour ça que le gouvernement a intérêt à rappeler les Français à leurs responsabilités, à leur montrer qu'en fait, chaque déplacement, c'est pas parce que lundi on va être déconfiné qu'il faudra aller qu'il faudra aller rejoindre ses copains et fêter la fin du confinement. Moi, je vois pas trop les choses comme ça. Je pense que tous les gens doivent être appelés à leur sens du devoir. Finalement, nous les jeunes, on n'est pas forcément ceux qui peuvent souffrir le plus du coronavirus, mais on est des vecteurs asymptomatiques. C'est une expression que tout le monde a appris, je pense, récemment. Et du coup, on ne doit pas contaminer les autres parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent souffrir plus du coronavirus que nous. Et ça, il faut en être conscient pour comprendre que les gestes barrières sont très importants et que notre responsabilité est immense finalement. Tout à fait. Et du coup, je reviens sur le plan de déconfinement annoncé. Qu'est-ce qui est la chose que tu as le plus retenu dans ce plan qu'a annoncé Édouard Philippe et les membres du gouvernement, que ce soit en bien ou en mal, hein? Mais il y a une surprise. Moi, j'ai eu une bonne surprise, c'était de voir que Édouard Philippe a annoncé aujourd'hui dans son plan de déconfinement qu'il y aurait une prime de 1500 euros, de 1000 euros pour les personnels soignants dans les EHPAD et de 1500 euros dans les départements les plus touchés. Et je trouve que cette prime, elle est bienvenue parce que ces gens-là, depuis 2 mois, ils sont sur le pont. Ça fait 2 mois qu'ils font du 15 heures par semaine, du 15 heures par jour, pardon. Et il fallait les rémunérer comme leur travail le mérite, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, Olivier Véran l'avait rappelé en disant que il fallait essayer justement de se responsabiliser, on revient sur ce sujet, pour éviter de réengorger les hôpitaux Exactement. et donc de laisser un peu de répit au personnel soignant. Ouais. Je vais passer sur une autre question qui sera plus, on va dire, politique maintenant. Comment tu vois l'avenir des jeunes avec Aubert au sein des jeunes LR, alors que la droite, actuellement, se divise de plus en plus par l'intermédiaire de mouvements et de think tanks, comme par exemple, j'en cite quelques-uns, Force républicaine, Libre, Agir, Manufacture. Comment est-ce que tu vois cet avenir? Alors, tout le paradoxe, en fait, du mouvement Oser la France et des jeunes Aubert, c'est que notre député Julien Aubert est membre des Républicains, mais on n'est pas rattaché aux Républicains. Donc, nous, on est assez indépendants. On ne voit pas les choses qu'à travers les jeunes LR. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement rallier à nos idées le plus de monde possible, parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui sont plutôt sur notre ligne, en tout cas à droite. Et donc, c'est de faire comprendre qu'on est une force d'influence en vue des prochaines échéances électorales. Ouais, on a envie de montrer que finalement nos idées aujourd'hui sont portées. Et je pense que la crise du coronavirus l'illustre encore. Il y a un retour à un besoin de souveraineté qui est perçu. Et ça répond à ce besoin, la création des jeunes avec Aubert. Ouais. Est-ce que pour toi, comme on l'a vu souvent dire, euh, est-ce que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ça n'a pas enlevé ce clivage gauche-droite historique et ça n'a pas permis de faire juste des partis, des mouvements et on va dire, s'il y a des conflits, c'est juste entre mouvements? Je ne sais pas si tu Moi, je comprends pense un petit que peu ce que je veux dire dans le sens, est-ce qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite ou est-ce que ça existe toujours et que ça n'ira pas? Je pense que le président Macron est très malin en fait à créer ce clivage-là parce que finalement il dit il y a les progressistes, il y a les gens du camp du bien et il y a les gens du camp du mal qui est représenté par son alter ego à la présidentielle, Marine Le Pen. Et finalement c'est très malin parce qu'il sait très bien qu'il ne perdra jamais contre Marine Le Pen. Donc lui il a intérêt à,
à créer ce clivage entre les progressistes et les nationalistes pour mieux décrédibiliser son opposition. Alors que finalement, la politique, c'est pas blanc ou noir. Je pense qu'il y a un entre-deux. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il fait pas la meilleure politique, tout le monde le voit. Les enquêtes d'opinion montrent très bien que les Français sont pas favorables, pardon, aux mesures qu'il prend pendant la gestion de la crise. Donc, je pense qu'il faut pas être berné par cette situation. Et il faut bien comprendre que la chose est plus complexe que progressiste contre nationaliste. Alors maintenant, on va passer aux questions des internautes. On a eu pas mal de questions. Je vais commencer au tout début par une question qui a été posée plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller avec Aubert et pas un autre? Avec Julien Aubert, pardon, et pas un autre. Julien Aubert, parce qu'il défend aujourd'hui l'idée que j'ai de la droite, une droite populaire, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je pense que la droite ne parle plus aux classes populaires, et pourtant, le RPR, c'était l'idée principale du RPR, de parler aux classes populaires. La droite, elle doit être patriote. La droite, elle doit être républicaine. La droite, elle doit être sociale. Elle doit être libérale, mais pas néolibérale. Quand je parle de néolibéralisme, à mon avis, c'est cette idéologie en fait qui est en train d'imprégner vachement la classe politique actuelle, et notamment la politique d'Emmanuel Macron, et qui consiste à dire en fait que tout doit être dérégulé, que il faut jurer qu'à partir de la politique de la libre concurrence d'Emmanuel Macron, de l'Europe, pardon, et que finalement la main invisible existerait encore, alors qu'on voit très bien qu'il y a un regain d'État qui doit être appliqué, et que l'État doit avoir sa place dans l'économie. Donc vous, au niveau de l'Europe, c'est quoi votre idée? Vous voulez essayer de vous en détacher le plus possible ou continuer quand même sur une politique un peu européenne? Nous, on considère que la souveraineté, finalement, elle est possible avec une structure. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on appartient à l'Europe, à l'Union européenne, qu'on va mettre à mal notre souveraineté. Simplement, il faut aujourd'hui une Europe qui est différente de celle qui agit en ce moment. Moi, je pense que la politique de la libre concurrence de l'Union européenne, toute l'idéologie européenne aujourd'hui est néfaste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à une Europe des nations, à une Europe qui respecte les identités constitutionnelles en fait de chaque État, et respecter les cadres nationaux avant de penser à un cadre supranational qui peut être finalement moins efficace pour les citoyens. Alors je vais passer sur d'autres questions aussi qui ont été plusieurs fois posées. La première, c'est de Léna qui nous demande: la droite n'est-elle pas en train de se diviser au même titre que la gauche? La droite est en train de se diviser. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la droite, elle doit s'unir autour de certaines valeurs, parce que finalement, ces valeurs, les valeurs de droite, en tout cas qui ont été celles de la droite dans les années 90, à l'époque du RPR, aujourd'hui, elles ne demandent qu'à être exprimées, parce que les militants partagent cette idée-là. Donc, que les militants partent dans différentes chapelles, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils soient prêts aujourd'hui pour reprendre le pouvoir en 2022. Et qu'il y ait une force, un candidat qui représente toutes les sensibilités de la droite, et il y a un projet commun pour la droite. Donc déjà, ça a répondu à la prochaine question de Quentin qui était: êtes-vous pour l'union de la droite et du centre? Moi, je vais rajouter à cette question: êtes-vous pour, et y a-t-il un besoin d'une union de la droite et du centre pour arriver à faire une concurrence dans les prochaines échéances? On dit souvent que le centre apporte les élus et la droite les militants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de militants et pas d'élus. Et si aujourd'hui les militants sont plus au centre, pourquoi faire une alliance avec le centre? Je pense que le centre aujourd'hui pèse plus grand-chose. Personne se dit centriste, ou en tout cas les vrais centristes sont partis chez Emmanuel Macron. Et donc la droite, elle doit avant tout être de droite pour s'exprimer. Alors, une autre question aussi sur le rassemblement de la droite. Comment, surtout sur la forme, comment est-ce que rassembler la droite autour d'une ligne directrice, et quelle peut-elle être cette ligne directrice? En gros, est-ce que ça peut être autour d'un parti, autour de quelque chose? La ligne qui nous importe le plus avec Julien Aubert, c'est la question de la souveraineté. Moi, je pense qu'il y a différentes sensibilités qui peuvent exister ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont libéraux ont leur place chez LR. Simplement, ils doivent bien comprendre que nous, on n'est pas néolibéraux. Et donc, il y a certaines en fait, variables d'ajustement qu'on doit prendre en compte. Moi, je pense que la droite, aujourd'hui, elle doit être patriote, elle doit être républicaine, elle doit être fidèle à ces idées-là. Ça rejoint, je vais partir sur notre commentaire de Maximilien qui: pour gagner en 2022, crois-tu plus aux partis politiques ou aux hommes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a maintenant, est-ce que ce qui est important, c'est le parti politique, ou est-ce que c'est la personnalité d'un homme qui va sortir du lot, comme on le voit peut-être depuis plusieurs années, où c'est plus le cas, sur voilà, la personnification du chef de l'État?
Et moi, je pense que ce serait un peu facile de dire que les partis politiques aujourd'hui ne servent plus à rien parce qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Finalement, Emmanuel Macron, il avait derrière lui tout le petit monde de l'entreprise, le monde de la finance et tous ces mondes financiers qui finalement le soutenaient et qui faisaient que même si son parti politique n'existait pas depuis de longues années, il était soutenu par certains milieux. Je pense que Marine Le Pen, aujourd'hui, on le voit très bien à travers le fait que son parti est presque en faillite. Ils n'arrivent même pas à présenter de candidat au municipal. Ça vous montre à quel point l'argent est quand même important en politique. L'argent, c'est le nerf de la guerre finalement. Et sans argent, moi je pense qu'aujourd'hui, ce serait se leurrer que de penser qu'un candidat pourrait aller à la présidentielle sans argent. Je vais juste prendre une question qui est dans les commentaires qui vient d'être posée par Cocarde étudiante. Quelle est la différence entre libéralisme et néolibéralisme? Alors, c'est peut-être un peu compliqué comme Bah, question. pour moi, le libéralisme, en tout cas, c'est rester attaché à cette idée de baisse des impôts. C'est baisser les impôts, baisser les charges sociales pour permettre aux acteurs économiques d'entreprendre. Et le néolibéralisme, c'est justement cette politique de la dérégulation, cette politique de la libre concurrence, qui est l'idéologie principale de l'Union européenne. Et c'est ça, à mon avis. Et oui, le néolibéralisme, c'est aussi l'idée de l'effacement du secteur public au profit du secteur privé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le secteur public a encore sa carte à jouer, que l'État doit être régulateur, l'État doit intervenir dans l'économie pour la réguler, justement. Alors, je vais passer sur deux dernières questions qu'on nous a posées via la story. Êtes-vous plus proche du gaullisme ou du séguinisme? Donc de Philippe Séguin, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Moi, je pense que Philippe Séguin était dans la continuité de l'idéologie gaulliste. Honnêtement, c'est deux personnes qui sont pour moi des références de la politique française. Je me considérais pas plus l'un que l'autre. Moi, je retiens le discours de Séguin sur l'Europe, qui est, à mon avis, magistral parce qu'il est en fait, on a envie de dire, il avait compris ce que les autres ont compris 20 ans plus tard, quoi. Et c'est ça qui, à mon avis, est très fort dans la pensée de Séguin. Malheureusement, il n'a pas eu le destin politique que son talent présupposait. Et puis De Gaulle, oui, De Gaulle, pour moi, c'est le père aujourd'hui de la droite française. C'est celui qui doit inspirer tous les personnalités politiques de droite, parce que sa vision, c'est quoi? C'est l'indépendance de la nation, c'est la souveraineté de la nation, c'est une politique finalement, une politique patriote pour le pays. Alors, une dernière question qui nous a été posée par Mathéo, totalement à part de l'actualité, on va dire. Quelles perspectives d'avenir pour l'université française? Alors, L'université aujourd'hui. Ouais, moi je pense que l'université aujourd'hui est en proie à des maux profonds. Je pense que l'idéologie gauchisante, là un point de non-retour. Je pense que le fait qu'il y ait des conférences qui soient annulées sous la pression d'associations d'extrême gauche un peu partout en France, je pense que c'est d'une dangerosité sans nom. On l'a encore vu avec François Hollande. François Hollande, c'est quand même pas le plus grand fasciste de l'histoire. Sa conférence à Lille a été annulée parce que des groupes extrémistes d'extrême gauche l'ont empêché de mener à bien sa conférence. Ça vous montre à quel point ces gens-là sont sectaires. Ils n'acceptent pas la contradiction, et je pense que c'est pas avec ce genre de personnes que l'université arrivera à relever la tête. Et l'université a une responsabilité énorme qui est de virer ces gens-là qui aujourd'hui polluent l'université en la bloquant, en faisant toutes ces choses. c'est vraiment possible ça de pouvoir virer des gens qui la polluent, même s'ils ont droit à leur Bah étude? écoute, ils sont pas dans un cadre légal. Quand tu empêches le déroulement d'une conférence, quand tu bloques pendant 2 mois chaque année les facs en prenant pour excuse les mouvements sociaux, c'est inacceptable. Ça n'a pas sa place à l'université, à mon avis. Ouais. Je vais prendre une question qui est arrivée dans les commentaires également. Qu'est-ce que l'État et qu'est-ce que la République à tes yeux? Pardon? Qu'est-ce que l'État et qu'est-ce que la République à tes yeux? Alors, c'est une vaste question. Bah, l'État, qu'est-ce que c'est? L'État pour moi doit être attaché au secteur régalien. L'État pour moi c'est la police, défense, justice. L'État c'est aussi le cadre qui permet d'aider les plus faibles, d'aider les plus démunis. Et ça s'exprime notamment par l'économie. Je pense que l'État doit être régulateur, doit aider les classes populaires et les classes moyennes à s'en sortir. L'État c'est tout un cadre qui permet aux individus de préexister, d'exister ensemble, collectivement. Et voilà. Alors, maintenant, je vais prendre une question extrêmement importante. Si je ne me trompe pas, quel âge as-tu? Tu as 15 ans, c'est ça? Je me 20 trompe ans. peut-être. 20 ans, non, oui, pardon, Ouais. 20 ans, ce que je voulais dire, pardon, excuse-moi. Et comment est-ce que tu vois, toi, la jeunesse et la politique?
Comment est-ce que tu la vois ensemble? Tu penses que il y a une barrière entre les deux, c'est difficile, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, c'est en train justement, il y a un regain entre la politique et la jeunesse? Et ouais, je pense que les jeunes ont du mal à s'investir dans les partis politiques et les partis politiques leur font pas forcément confiance. Sur les listes municipales, moi je voyais beaucoup de jeunes qui avaient envie de s'investir dans différents partis politiques et qui finalement étaient placés en dernière position, en avant-dernière position de leur liste, parce que les têtes de liste leur faisaient pas confiance. Ils se disaient que parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas encore assez expérimentés pour faire de la politique. Moi, je pense qu'un jeune aujourd'hui a beaucoup à apporter à la politique. On voit bien, il y a certains politiques qui ont réussi à prendre conscience de cet enjeu-là. Par exemple, la France Insoumise qui met Manon Aubry, le Front National qui met Jordan Bardella à la tête de leur liste européenne. C'est des bons signes. Ça vous montre que finalement, aussi, aujourd'hui, la jeunesse a un rôle à jouer dans la politique et c'est très bien. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en commentaire qui vont arriver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, Guillaume, pour Donc, c'est répondre à à toi nos de m'avoir questions. invité. Mais c'est avec plaisir. J'espère que vous allez tous bien et que... Ah, alors attendez, je vois une question qui arrive, c'est pour ça que je... Pour la réforme des retraites, la droite n'a-t-elle pas sauvé Macron en ne mobilisant pas ses députés pour voter leur propre projet de motion de rejet? Bah, en tout cas, mon député, Julien Aubert, s'est mobilisé contre la réforme des retraites. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Et donc, toi, tu l'as vu comment justement? Ça m'y fait penser en parlant de la réforme des retraites, cette opposition qu'il y a eu. Est-ce que pour toi c'était une opposition, on va dire légitime, ou est-ce que c'était, comme certains l'ont dit, de l'obstruction parlementaire? Bah, la droite n'a pas eu le même rôle que la France Insoumise dans cette réforme. La France Insoumise aujourd'hui a fait l'obstruction, c'est évident. Ils ont des nombres d'abonnements qui n'avaient aucun sens, un nombre indéfini. Et ça, finalement, c'est de l'obstruction. La droite a été plus raisonnable dans cette réforme et a tendu à apporter des solutions concrètes qui étaient portées par le groupe des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale. C'était notamment le recul de l'âge de départ à la retraite, qui est, selon la droite, l'enjeu crucial en fait finalement de cette réforme des retraites qu'il faut mener et qu'on n'arrive pas à faire depuis des années. Et je pense qu'à travers cette idée d'âge pivot où finalement on nous a un peu cassé les choses, pour finalement mieux nous berner, je pense que la droite a bien réagi à cette crise et était plus responsable que la gauche a pu être. Ouais. Alors, j'ai vu aussi une question qui est apparue sur justement le député Julien Aubert. Kevin nous demande, pour les élections départementales et régionales, Monsieur Aubert peut-il être rassembleur au sein des LR? Bah, la question, oui, ouais, je veux dire rassembler, parce que Julien Aubert aujourd'hui n'est pas aux manettes du parti. Il a été écarté de l'organigramme. On peut pas lui demander de rassembler la droite. Lui, s'il peut rassembler la droite à travers Oser la France, il le fera avec plaisir. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je pense Je t'en prie. qu'on n'a plus de questions. Je vais faire un petit clin d'œil avant de terminer, comme à peu près à chaque fois, aux soignants et à toutes les personnes qui travaillent pendant le confinement à faire vivre notre pays. On aura dès la semaine prochaine d'autres lives. On essaiera d'avoir un élu pour parler, un maire pour parler du déconfinement, comment est-ce qu'il a géré ça, quelles sont ses interrogations, ses problématiques. Et donc, ben voilà. Donc, ben, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour ce live. Merci encore, Guillaume, pour ton temps. Je te souhaite ben, un bon déconfinement pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et je vous dis à tous à bientôt. Merci. À toi aussi. À toi aussi. Merci beaucoup.